L'article 6A, prise de parole de Monsieur Antiste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Harvey, Irma, José, Maria, Matthews, pour nous autres ultramarins, l'évocation de ces noms nous rappelle les ouragans récents qui ont frappé nos territoires et causé des dégâts très importants, en plus des drames humains. Leur nombre et leur force ne cessent d'augmenter au fil du temps. 10 ouragans se sont ainsi succédés dans l'Atlantique entre août et octobre 2017. Ils sont la traduction du dérèglement climatique qui affecte nos territoires au quotidien, comme le soulignait le rapport d'information sénatoriale numéro 131 de novembre 2015. Il a également des incidences sur des secteurs clés tels que l'agriculture et l'élevage, l'exploitation forestière, la pêche et l'aquaculture, ainsi que le tourisme. C'est pourquoi, s'il est reconnu en matière environnementale, le concept de résilience doit être nécessairement introduit dans notre politique d'habitat. En effet, la résilience est la capacité de tout système urbain et de ses habitants à affronter les crises et leurs conséquences, tout en s'adaptant positivement et en se transformant pour devenir pérenne. Ainsi, une ville résiliente évaluera, planifiera et prendra des mesures pour se préparer et réagir à tous les aléas, qu'ils soient soudains ou à évolution lente, prévus ou non. Les villes résilientes seront donc mieux à même de protéger et d'améliorer la vie des citoyens. Pourquoi intégrer la résilience urbaine dans notre droit? Tout simplement parce que depuis 1992, le nombre de personnes touchées par une catastrophe est de 4,4 milliards, soit 64% de la population mondiale. Et les dommages économiques s'élèvent à environ 2 000 milliards de dollars. En 2015, 117 pays et régions ont été frappés par une catastrophe. En conclusion, les gouvernements, les villes et les acteurs locaux doivent s'investir dans une démarche globale de résilience du logement social face à un risque majeur. Penser de nouvelles modalités d'articulation entre développement urbain et prévention des risques et permettre à terme le développement d'une véritable culture sur le sujet dans les pratiques professionnelles du logement social. Le développement d'une telle démarche au sein du logement social des Antilles, récompensé par le Trophée de la résilience sociétale 2015, en est une bonne illustration. Les deux amendements que je propose sur ce sujet n'ont pas vocation à se substituer à un véritable plan gouvernemental sur le sujet qui pourrait se traduire par une loi spécifique. Merci. Merci, chers collègues. Donc, l'amendement 695 rectifié bis, Monsieur Antiste. Oui, c'est bien moi. L'objet de cet amendement, l'article 101-2 du Code de l'urbanisme dresse un catalogue d'objectifs que doit viser l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme. Équilibre entre populations résidant dans les zones urbaines et rurales, qualité urbaine, sécurité et salubrité publique, prévention des risques naturels prévisibles, protection des milieux naturels. Cet amendement propose d'enrichir ce catalogue avec une mention sur la résilience, cette adaptation portant, entre autres, sur la résilience des constructions au changement climatique. En inscrivant la résilience à l'article L101-2 du Code de l'urbanisme, non seulement nous la consacrerions dans son principe en matière d'urbanisme, mais nous assurerions sa prise en compte par ricochet pour tout un ensemble de documents de planification qui doivent s'attacher à respecter les objectifs de cet article. Il en irait par exemple ainsi pour les SCOT, les PLU, les cartes communales et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Par l'État, dans le cadre de ses attributions au titre de l'urbanisme, l'article L131-1 du Code de l'urbanisme, par exemple. Merci. Merci, Madame la rapporteure. L'avis de la commission. Alors, mon cher collègue, l'article 6A du présent projet de loi, qui a été inséré par la commission saisie au fond à l'Assemblée nationale, prévoit déjà l'inscription de la conception
universelle, en application d'engagements internationaux de la France. Donc sur ce point, votre amendement est satisfait. Sur le deuxième point, donc, les objectifs du Code mentionnent déjà l'adaptation au changement climatique. Vous souhaiteriez rajouter la résilience. Il ne nous semble pas que ce caractère normatif soit véritablement établi. Et donc sur le deuxième point, c'est un avis défavorable. Et sur l'amendement, d'une façon générale, c'est d'être défavorable, sachant qu'une première partie est satisfaite. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, ce seront les mêmes observations sur la deuxième partie de votre amendement. Il est, me semble-t-il, totalement satisfait par le huitièmement de l'article 6A, la promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. C'est dans le texte. Donc il est totalement satisfait. Et sur le premier point, effectivement, je suis en accord avec les observations de Madame la rapporteure. Merci. Monsieur Antiste, oui. J'espère que ce n'est pas le mot résilience qui vous effraie. Je parle à Monsieur le ministre ainsi qu'à Madame la rapporteure. Rassurez-moi. Merci. Pas d'intervention, pas d'autres explications. Monsieur Dantec et Monsieur Labbé. Non, Monsieur Dantec. Oui, je trouve dommage qu'on rate l'occasion de mettre résilience dans le texte. Il se trouve que le ministre Nicolas Hulot a présenté le premier bilan du plan national de lutte contre le changement climatique, le plan climat, et en annonçant le PNAC, le Programme national d'adaptation au changement climatique. Il se trouve que je suis le président de la commission du CNTE qui suit le PNAC. Donc on a arrêté le PNAC 2 aujourd'hui avec un volet justement assez fort sur ces questions de résilience, avec les enjeux sur les territoires ultramarins, avec les catastrophes qu'on a connues. Je trouve dommage qu'on ne mette pas à côté d'adaptation au changement climatique cette question forte de la résilience des constructions pour justement éclairer aujourd'hui les aménageurs et les bâtisseurs. L'idée, ce n'est pas de faire des textes bavards, mais on a des articles qui doivent donner des signes. Le terme résilience est un terme clé aujourd'hui, et je trouve vraiment dommage qu'on rate cette occasion. Sur la deuxième partie, OK, mais là, il y a un mot important, on peut le placer ce soir, et ce serait dommage qu'on rate l'occasion. Merci. Explication de vote, Monsieur Labbé. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, on ne s'est pas concerté avec mon collègue Ronan Dantec, mais moi, quand j'ai entendu notre collègue ultramarin parler de résilience, c'est la première fois où on propose d'inscrire la résilience dans un texte. Pourquoi ça vient de chez vous? Parce que vous êtes les uns, les unes et les autres aux premières loges. Mais nous sommes tous concernés. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure sur la question de la non-artificialisation. Nous regardons ailleurs, et ce n'est pas du tout de l'accusation, on est tous pareils. On ne se rend pas compte à quel point il va falloir que l'on prenne des mesures extrêmement fortes. Et moi, je soutiens complètement cette notion de résilience dans le texte et qu'on le retrouve de plus en plus souvent. Merci. S'il n'y a pas d'autres explications... Madame Lienemann. Si chacune et chacun d'entre nous a pris soin de lire l'ensemble du Code de l'urbanisme, vous verrez qu'il y a dans de très nombreux endroits plus des incitations culturelles, disons de bonnes pratiques, que des éléments normatifs. Alors on peut s'interroger pour savoir s'il faut en revenir qu'à des trucs normatifs ou s'il faut considérer que ça contribue aussi à modifier culturellement nos pratiques. En l'état actuel du droit, vous verrez qu'il y a plein d'endroits où ce n'est pas stricto sensu normatif et où on est dans l'incitation à prendre en compte dans nos réflexions, dans nos documents, un certain nombre de nouveaux éléments. Et dans les nouveaux éléments contemporains, j'ai parlé tout à l'heure de la question de l'artificialisation des sols, mais cette résilience des bâtiments est essentielle. On va avoir des mutations avec des catastrophes naturelles, des évolutions du bâti et toute une série de structures de notre bâti qui méritent d'être pensées avec beaucoup plus d'anticipation que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Alors, je peux comprendre les arguments sur c'est pas normatif, mais alors dans ce cas-là, je suis à peu près sûre qu'un tiers du code de l'urbanisme peut disparaître. En tout cas, cette évolution culturelle-là, il faut la soutenir. Et en l'état, je pense que cet amendement y contribue. Merci. Madame Jasmin. Merci, Monsieur le Président. Alors, la semaine prochaine, il y aura la présentation d'un rapport qui a été initié par la délégation aux Outre-mer, présidée par Monsieur Michel Magras. Et je suis rapporteur, mon co-rapporteur, c'est Monsieur Xavier Darnaud. Et le rapporteur coordonnateur n'est pas là, Xavier non plus, mais le rapporteur coordonnateur, c'est Monsieur Guillaume Arnel. Et ce rapport se fera sur 2 volets. Il y a eu le volet prévention que nous allons présenter le 24, donc vous n'êtes pas encore informés. Mais le deuxième volet concernera justement la résilience. La résilience, que ce soit des populations, mais ce qui sera pris de façon très large. Parce que sur tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, le travail qui a été fait, eh bien, il se posait le problème de la résilience. Ça a été dit en permanence, donc il y aura un deuxième volet. Donc je ne vais pas anticiper ce travail qui sera fait par les personnes qui seront désignées pour cet aspect du problème, mais je crois que l'occasion nous est donnée aujourd'hui de prendre en compte ces différentes situations. Parce qu'aujourd'hui, des assureurs sont en difficulté, des maires sont en difficulté, des collectivités sont en difficulté et évidemment, des populations sont en difficulté. Donc prendre en compte la résilience maintenant, c'est quelque part anticiper, il ne faut pas attendre. Je crois que la définition pourrait être donnée pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, mais je crois, en tout cas, je ne vais pas préjuger de ce que nous savons tous. Nous savons très bien qu'il est important de prendre en compte cette situation. Et ce que M. Antiste, mon collègue, vient de dire, c'est du bon sens. Donc, je crois vraiment que nous avons le droit. Aujourd'hui, malheureusement, les autres co-rapporteurs ne sont pas là pour parler de ces problématiques, y compris le président Magras de la délégation. Mais je crois que ça relève du bon sens. Merci. Merci. Monsieur Antiste, explication de vote. Oui, comme la résilience semble partie pour faire une belle unanimité, je suis prêt à faire un sous-amendement en enlevant la deuxième partie pour garder évidemment la première qui consisterait à enrichir le catalogue avec une mention sur la résilience. Oui. Madame la rapporteure, sur cet amendement rectifié, en ne prenant que la première partie, en enlevant la deuxième partie, est-ce que ça change votre avis? Non, je reste sur ma position, sur un avis défavorable. Monsieur le ministre, même position. Vous maintenez la modification, monsieur Antiste? Vous maintenez D'accord. Donc l'amendement 695 rectifié bis, modifié en supprimant le petit 2. Il ne reste donc que le petit 1. Au 7e après les mots « à ce changement » sont insérés les mots « notamment par la résilience des constructions et de l'environnement à ces incidences ». Et l'amendement s'arrête là, avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc l'amendement n'est pas